Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va parler de sport ce matin avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va bien? Il y a la forme. Toujours. Alors, c'est clair que tu vas nous parler du match d'hier. Bien sûr. Et des différents matchs qu'on n'a pas commentés. Bien sûr. Donc, on va d'abord s'apaisantir sur la demi-finale qui opposait le Burkina Faso au Sénégal. Et comme on l'avait tous annoncé, le Sénégal partait favori pour cette demi-finale. Et le Sénégal qui a remporté ce match 3-1 grâce à un dernier but de sa star, Sadio Mané. Donc le Sénégal qui est qualifié pour sa troisième fois la finale de la CAN. Il faut dire que la première fois, c'était en 2002. Elle avait perdu contre le Cameroun au tir au but. Et la deuxième fois, c'était la dernière CAN qui s'est jouée en 2019 du côté de l'Égypte où elle avait perdu 1-0 face à l'Algérie. Et là, le Sénégal a la possibilité cette fois-ci de remporter sa première CAN. Parce que généralement, les gens disent que le Sénégal, c'est une grande nation de football, mais le Sénégal n'a jamais remporté de CAN. Donc, du coup, pour cette finale qui va se jouer ce dimanche du côté du stade Olembe, le Sénégal va clairement favori. Et du coup, on avait l'autre finale qui opposait les Lions indomptables du Cameroun face l'autre demi-finale qui opposait les Lions indomptables du Cameroun face aux Pharaons d'Égypte. Donc, comme on l'a dit, c'était la petite finale avant la finale, puisque ces deux équipes totalisent 12 titres, l'Égypte 17. 7 autant pour moi et le Cameroun 5. Donc c'était un match où tout le monde s'attendait à ce que le Cameroun puisse remporter la rencontre en 90 minutes parce que cette équipe égyptienne depuis le début de la CAN, elle n'avait pas été séduisante. Mais ce qu'on peut rappeler, c'est que cette équipe égyptienne, au fur et à mesure qu'elle partait à un stade, elle élevait le niveau. Alors, mais les Cameroun ont quand même dominé la première partie du match. Oui, mais dominer, c'est pas gagner. Et toi-même, tu avais dit ici que l'Égypte, c'est une nation qui, une fois qu'elle passe le premier tour, c'est difficile de l'éliminer. Il faut le faire dans la phase de poule. Mais quand il passe la phase de poule, ça devient compliqué. C'est comme ça quand on a une grande équipe. Lorsqu'on joue contre une grande équipe au premier tour, mieux vaut l'éliminer maintenant parce que lorsque vous arrivez à un autre stade en élimination directe, elle devient compliquée à gérer. Et c'est ce qu'on a pu voir là. C'est ce qu'on a vu. Cette équipe égyptienne, pendant qu'elle était malmenée par le Cameroun, elle a pu tenir sur les 90 minutes, elle a tenu sur les 120 minutes et, comme leur coach le disait, Queiroz Carlos, il a préparé les gars. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ont regardé, l'entraîneur des gardiens adjoints, c'est El Arabi. El Adari, si je prononce bien. C'est un gardien qui auparavant avait déjà remporté 4 Coupes d'Afrique. Ouais. Avec l'Égypte. C'est un monument. Donc c'est un monument et il est très fort au tir au but. Donc quand la séance des tirs au but est arrivée, les Égyptiens avaient déjà gagné depuis le matin, comme on dit au quartier. Et puis il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas raté un seul tir au but jusqu'à présent. Ils ont eu 2 séances. Les joueurs camerounais sont venus tirer comme s'ils étaient au stade Monéban. J'étais choqué. Ils sont venus... Non. Oui, Mosley. Bonjour à tous. Bonjour, Mosley. Bonjour, chers auditeurs. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que la phase des tirs au but, tout le monde sait que l'Égypte, c'est un grand pays en ce qui concerne les tirs au but. Ouais. Depuis 1984, ils n'ont jamais perdu. Mais après aussi, le Cameroun a remporté... Depuis 1984, ils n'ont jamais perdu au tir au but. Bientôt 38 ans. Il faut aussi préciser que le Cameroun aussi a remporté sa 3e édition et sa 4e édition de la CAN au tir au but. En 2000, ils avaient battu le Nigeria au tir au but. En 2002, ils avaient battu le Sénégal au tir au but. Donc, c'était... En fait, on doit préparer les joueurs à ça. Il fallait se préparer à ça. Mais comme Vincent Aboubakar l'a dit après le match, l'interview, en fait, il a tout simplement souligné, l'idée générale, c'est que cette demi-finale, tous les joueurs voulaient montrer qu'ils peuvent sauver le Cameroun. Donc, du coup, au lieu de jouer collectivement, Je pense qu'il était énervé. J'ai vu l'interview, il était vraiment déçu. Il y a eu une frustration, mais et puis après, ça s'est ressenti. Le Cameroun qu'on a vu généralement jouer collectif, ce match-là, c'était plus les individualités. Chacun essayait de l'Afrique centrale. Pourquoi Choupo-Moting n'a pas joué? Toujours individuel. Mais là, c'est le choix du coach. On s'est posé la question. L'Afrique centrale. C'est le coach. Le choix du coach.
l'individualisme n'a rien à voir avec la politique. Mais c'est ça qu'il dénonce. Il dénonce le fait que chacun a voulu montrer qu'il pouvait être Jésus du Cameroun. Bon, tu es versatile. Hier sur les réseaux sociaux, tu étais pour le Cameroun. Non, je suis pour le Cameroun. Oui, moi aussi. Non, crois-moi, je suis pour le Cameroun. Qu'est-ce qui peut justifier, comme tu es pour le Cameroun, qu'est-ce qui peut justifier ce sentiment anti-Cameroun hier, pas anti-Cameroun nation, mais anti-Cameroun sport. Ouais, moi j'ai. Faut pas qu'on confonde. Oui, non, sur le plan sportif, bien sûr. Non, moi j'ai clairement posté sur Facebook qu'il s'agissait de 53 nations contre le Cameroun, sur les 54 contre le Cameroun. Voilà, j'ai vu. Mais ça tient du fait que cette CAN, quand même, il faut le rappeler, il y a eu tellement de nombreux couacs dès le départ, parce que notamment lorsqu'il s'est agi de l'organisation, vous savez qu'il y a des nations qui ont demandé, par exemple l'Algérie avait demandé à ce qu'on puisse reporter, simplement parce que le contexte de coronavirus n'était pas favorable, et on l'a vu. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens sont obligés d'accuser le Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui a organisé, qui était prestataire de la CAF, mais en réalité, tous ces désordres viennent de la CAF, parce qu'à un moment donné, la FIFA et la CAF avaient demandé à ce qu'on renvoie on reporte l'organisation de la compétition. Donc le désordre ne revient pas ça ne vient pas du CAF, puisque la CAF n'a jamais été d'accord que la CAN se joue au Cameroun. Non, le désordre vient de la CAF parce que c'est la CAF qui décide en dernier instant. Non, les aspects la CAF techniques décide, mais après le Cameroun a beaucoup accusé de retard. Le Cameroun devait organiser la CAN 2019 qui s'est jouée en Égypte, mais ils étaient encore en retard. Mais donc, cette fois, c'était pas lié au retard des installations ou des infrastructures. Ça, c'était lié au fait qu'il y avait la pandémie et la référence qui a été pour tout le monde, même tous les Africains, tous les autres pays africains ont estimé que si on a organisé la Coupe d'Europe, pourquoi ne pas organiser la CAN? Voilà. Donc, il y avait un parallélisme de forme qui était là, mais derrière, il faut savoir que les populations africaines, on s'en prend au Cameroun pour rien, selon moi. Oui, je suis d'accord avec le Cameroun n'est que prestataire. Les aspects techniques étaient gérés par la CAF. Le choix des officines qui devaient réaliser les tests sur les joueurs par rapport au coronavirus, c'est la CAF. Le choix des hôtels, c'est la CAF. Le choix des arbitres, c'est la CAF. Parce que voilà les points principaux. Par exemple, si je prends une équipe comme le Gabon, ce qui a plus ou moins causé, on va dire, des récriminations chez les Gabonais, parce qu'au niveau de l'accueil, déjà on a commencé à avoir des couacs dès l'arrivée. On était obligé de changer d'hôtel, du moins on avait 2 hôtels. Et la CAF a vite fait de nous rappeler qu'ils avaient convenu d'un certain nombre de choses avec l'équipe gabonaise. Ça, c'était pas le Cameroun. Et on a même eu une amende de 20 000 $ parce qu'on a refusé l'hôtel... les collines ou quelque chose comme ça. La falaise. Voilà, la falaise. Donc, mais après, ça avait été décidé depuis que le Gabon devait être hébergé à l'hôtel La Falaise. Est-ce que la FEGAFOOT ne devait pas envoyer quelqu'un aller checker un peu? Quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la CAF qui décide des hôtels. C'est elle qui vérifie les hôtels. En fait, ce qui se passe, c'est que... Oui, la CAF vérifie si les hôtels sont au... Voilà. La conformité. Si les stades sont en conformité. Des stades, avec leurs standards. Ils ont des standards. C'est comme si le système de sécurité est en conformité. Tout, que ce soit la santé, le transport, l'hébergement, la restauration. Donne la garantie. Le pays qui accueille donne la garantie. Voilà. Mais donc la responsabilité incombe à la CAF alors. Bien sûr. C'est ça que je ne fais que... Si c'est moi qui dois vérifier que les choses ne se passent pas bien, c'est que je n'ai pas bien vérifié. C'est tout. Mais moi, je ne suis pas pour les deux, parce que tout ce qui est aspect technique de l'organisation de la CAN, n'était pas du ressort du Cameroun. Et donc, le Cameroun avait l'obligation de mettre à disposition les infrastructures, de mettre à disposition un certain nombre de personnel. Mais attention, il ne faut pas dédouaner pas aussi totalement le Cameroun. Est-ce que c'est ces infrastructures? Non, restons sportivement, du moins restons dans le sport. Est-ce que c'est le Cameroun qui a choisi un arbitre marocain dans le match du Gabon, alors que la veille on a fait éliminer. Je suis d'accord. Ce sont des aspects techniques. Voilà, je suis d'accord. Et on a vu le comportement de cet arbitre marocain lorsqu'il s'est agi par exemple des tirs au but où il a complètement menacé notre gardien. Est-ce que tu vois un peu ce que ça peut avoir comme effet sur le moral du gardien à l'entame des tirs au but? On t'a déjà asséné des coups sur le plan psychologique. Tu fais quoi? Tu es timoré. Il a même été vaillant. Donc, à un moment donné, il faut savoir répartir les erreurs des uns et des autres. Le Cameroun brille peut-être par
le fait que c'est une grande nation de football, comme l'a rappelé Elvis, avec 5 Coupes d'Afrique, c'est une grande nation en termes de leader au niveau de l'Afrique centrale, 29 millions de population. Donc, on attendait un peu plus en ce qui concerne un certain nombre d'offres. Mais le reste des choix incombait à la CAF. Donc, la CAF a sa part de responsabilité. Parce que quand vous avez déjà le président de la CAF qui dit qu'on doit renvoyer la Coupe d'Afrique, parce que, du moins reporter, parce qu'il y a le corona, et que les officiels camerounais sont obligés quand même de faire un parallèle, pour lui rappeler que mais tu ne vois pas à l'international, les compétitions sont ouvertes un peu de partout. Mais il y a l'Euro qui s'est joué aussi. Mettez juste en place la sécurité qui s'y est pour permettre à ce qu'il y ait le jeu. C'est ça que les officiels camerounais ont proposé. Maintenant, après, bon, on sait quel est le degré, j'ai envie de dire, d'animosité bon enfant, parce que j'ai envie de dire ça comme ça. N'oublions pas aussi entre les Camerounais, on vendait les textes à 300. C'est pas ça le problème, Elvis. Non, pas ça, c'est pas ça. Le pass sanitaire à 300. Même ici, on attrape des gens qui falsifient les tests. Mais pas à 300, quand même, pas à 300. C'est pas une histoire d'argent. Mais le fait qu'il y a falsification, c'est déjà un crime. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on sache reprocher à la CAF. Parce que c'est la CAF qui a gaspillé cette compétition. Ce n'est pas le Cameroun. La compétition n'est pas gaspillée. Moi, je me posais la question sur le fait que comment autant de supporters des pays soient d'accord, soient contents de l'élimination du Cameroun jusqu'à sortir dans les rues, à chanter, à danser. C'est par rapport à ce que Momo Sled disait tantôt. J'ai pas compris ça, quoi. C'est comme si on en voulait au Cameroun. Il y a eu un mauvais management de la part du Cameroun. Un mauvais management depuis le début. Tu as vu les vidéos qui ont fusé sur les réseaux sociaux. C'était pas normal, quoi. Comme je le disais. Et surtout même des pays de l'Afrique centrale. Voilà. Qui soient contents de l'élimination du Cameroun. Moi, j'ai rien compris. Comme je le disais, c'est une mauvaise perception des paroles que les Camerounais ont souvent l'habitude de donner quand ils parlent d'autres équipes. Comme je le dis, mais tous les pays ont ça. Nous, oui, voilà. Malheureusement, malheureusement, nous. Mais j'ai jamais vu les Camerounais danser quand on nous élimine d'une compétition. Vous savez, nous brillons parfois dans le mauvais sens. Et c'est l'occasion ici de le rappeler que le Cameroun, même s'il a été éliminé en demi-finale, il reste la plus grande nation de football de notre sous-région. Et la deuxième en Afrique. Voilà, il n'y a aucun pays qui lui arrive à la cheville dans notre sous-région. Des fois, on se gargarise, on veut faire un peu le malin en disant que bon, c'est vrai, il nous est arrivé de battre le Cameroun, mais on n'arrive pas à la cheville du Cameroun. C'est comme je l'ai dit aussi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Samuel Eto'o, mais ça ne change rien au fait que ce soit le meilleur joueur que le continent ait connu ces 30 dernières années. Donc, essayer d'insulter, ce n'est pas ça qui change une réalité historique, une réalité sportive. Et c'est ce qui est dommage. Oui. Elvis, dimanche, le Sénégal va affronter le Brésil, l'Égypte. Déjà, ça va commencer samedi. Je suis désemparé. Ça va aller. Ça commence samedi, la petite avec finale. Le Cameroun contre le Burkina. Le Cameroun contre le Burkina Faso qui vont jouer la troisième place au stade Madio Ahidjo à Yaoundé. Donc, bon, il faut aussi souligner que le Cameroun, 50 ans avant, le Cameroun avait organisé la CAN en 1972. Ce Cameroun a été éliminé en demi-finale par le Congo-Brazza qui avait remporté la finale face au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, 50 ans après, c'est la même chose? Est-ce que c'est pour dire que comme l'Égypte est éliminé, le Cameroun en demi-finale, c'est l'Égypte qui va remporter la finale? La question reste posée. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que la troisième place va se jouer samedi à 20h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et la grande finale va se jouer le dimanche au stade Olembe à partir de 20h. Donc, on aura de l'autre côté les Pharaons d'Égypte qui vont jouer leur 10e finale, qui vont partir pour aller remporter leur 8e sac amené par Mohamed Salah. Et de l'autre côté, on aura cette brillantissime équipe du Sénégal amenée par Sadio Mané, amenée par Kouyaté, amenée par Gana Gueye, le joueur du Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui veut aussi remporter sa première étoile continentale. Parce que le Sénégal a eu beaucoup de grands joueurs. On se souvient dans les années 90, ils avaient un grand joueur tel que Jules Boukandé, qui n'a jamais remporté la CAN avec le Sénégal. Dans les années 2000, on avait le duo qui faisait mal, Henri Camara et El Ali Diouf, qui a joué même les quarts de finale de la Coupe du Monde 2002. Ils avaient perdu la finale de la CAN 2002 au tir au but face au Cameroun de Samuel
Samuel Eto'o et de Patrick Mboma. Donc aujourd'hui, le Sénégal se retrouve encore une fois de plus en finale pour la deuxième CAN consécutive. Parce qu'il faut le rappeler, l'année dernière, quand je parle de l'année dernière, je parle de la CAN 2019 qui s'est jouée en Égypte. Le Sénégal avait perdu face à l'Algérie de Mahrez. Là, maintenant, le Sénégal se retrouve encore en finale de la CAN contre l'Égypte. Est-ce que cette fois-ci, cette équipe du Sénégal qui va jouer sa troisième finale pourra remporter le SAP? La question reste posée. C'est tout le bien que je leur souhaite. Tout le bien. Donc, c'est dimanche à partir de 20h. Toi, tu mises pourquoi? Une victoire du Sénégal? Ouais. Je suis africain noir, bon, je préfère que la CAN... Ah, là, c'est du racisme que tu fais. Mais non, c'est du régionalisme. Mosley, réagis. Pourquoi tu baisses la tête? Sénégal ou Égypte? Non, en fait, moi personnellement, je Pourquoi crois... tu dis tu es africain? Tu crois que les Égyptiens, c'est pas des Africains? Noir. Mais les Égyptiens, c'est des Africains. En réalité, bon, ils se Quand comprennent. Hassan vient ici, là, tous les jours. Ouais, mais d'après C'est notre frère. C'est notre frère égyptien. D'après ça, c'est pour embellir aussi le cerveau. Mais ce qui est sûr, c'est que... Hassan vient nous embellir le cerveau. Non, je dis, quand tu le dis, c'est juste pour faire bonne figure, c'est de la politique. Disons... Mais ce qui est sûr, les Égyptiens se considèrent beaucoup plus pour du Moyen-Orient que nous. Donc, à ce titre-là... C'est ce qu'ils t'ont dit. C'est ce qui est dit. La preuve en est, géographiquement, ils se situent en Moyen-Orient. Ouais, ils sont à côté. Non, géographiquement, ils sont en Afrique. Non, géographiquement, ils sont dans leur tête. Je ne dis pas sur la carte. Je dis dans leur tête. Parfaitement raison. Voilà. Il a parfaitement raison. Dans leur tête, ils sont au Moyen-Orient. Mais non. Mais ils le disent. Regarde même. Tu as vu le comportement de l'Algérie quand ils sont arrivés au Cameroun, ils sont venus avec tout. Je crois qu'ils sont même venus avec les grands-mères. C'est pas le Maroc. Le Maroc, c'est la même chose. Non, Ils ont tous fait ça. Sauf que le Maroc a communiqué. Le reste n'a pas communiqué. Ils ont amené les ménagères. À chaque fois qu'ils viennent chez nous, ils sont comme ça. Ils viennent avec tout. Donc, on n'a pas de plus-value. Ils ont fait la même chose quand il y a eu les CAN organisés au Gabon. Donc pour eux, ils considèrent que bon, nous sommes encore, peut-être, on habite encore sur les arbres, donc tu vois. L'âge de pierre. Donc pour moi, le choix raisonnable serait, j'ai envie de parier sur l'équipe la mieux dotée sur papier, c'est évidemment le Sénégal. Voilà. Statistiquement, le Sénégal part. Ils ont une meilleure feuille de match que celle de l'Égypte. Et puis c'est leur deuxième finale d'affilée. Donc voilà. Pourquoi pas aujourd'hui prendre le sac par rapport à la magnifique saison de Sadio Seulement Mané. Ça va être difficile pour les Sénégalais parce que je sens qu'avec ce passage de l'élimination du Cameroun à domicile devant son public, je pense que mentalement les Égyptiens là ils sont galvanisés quoi. Là, ça va être dur. Donc il va falloir vraiment que les Sénégalais s'attendent à un gros match. D'accord. Elvis, on a éliminé le Real de la Coupe. Oui, le Real a éliminé. L'Oréal ou le Real? L'Oréal. L'Oréal a éliminé la Coupe du Roi. 1-0, ils ont en perdu. tout cas, non, donc là, maintenant, on attend le prochain huitième de finale, le 15 février, face au Paris Saint-Germain. D'accord. Mais non, mais là, c'est pas la même compétition. Non, là, c'était la Coupe du Roi. La Champions League reprend quand exactement? La Champions League reprend le 15. D'accord. Et le Real sera opposé au Paris Saint-Germain. Le Barça est déjà sorti en fait. Non, le Barça en huitième. Ils vont jouer la Ligue. Ils sont sortis en huitième de finale. Non, on va en Ligue Europa. Le Barça en Ligue Europa. Oui. D'accord. Aubameyang va donc jouer la Ligue Europa. Bon, Aubameyang a déjà gagné la Ligue Europa, non? Non, il a joué une finale. Non, la finale. Il a perdu. Il a perdu la finale face à Chelsea. C'était avec Dortmund, non? C'était Manchester. Non, c'était Chelsea. Il a perdu la finale de la Ligue Europa 2019 face à Chelsea. C'est nous qui avons gagné. À l'époque, Chelsea avait Eden Hazard qui était au sommet des sommets. Mais Aubameyang, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europe, de la Coupe de la Ligue Europa. Ah bon? Oui, avec 22 buts. Continue. C'est Canouté. Continue. Donc il va aller. Tu penses qu'il va ramener le Barça sur je pense qu'Aubameyang peut s'affirmer au FC Barcelone. Pourquoi? Parce que regardez la signature du contrat d'Aubameyang. Aubameyang aurait pu faire comme Dembélé. Dembélé, le Barça ne veut plus de lui, mais Dembélé a dit son contrat. Il ne bouge pas. Et là, il ne bouge pas pour continuer à donner son argent. Donc Aubameyang aurait pu faire ça du côté d'Arsenal, dire que son contrat finit en juin 2023. Il est là, il continue à percevoir ses 12 millions d'euros annuels. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Arsenal? Il a dit à Arsenal, vous ne voulez plus de moi, ok, il n'y a pas de problème, résiliez mon contrat à la mienne pour que je puisse relancer ma carrière. Ils ont payé 8 millions. Et c'est ce qui a été fait. Oui. Le président d'Arsenal a payé 8,5 millions d'euros à la partie Aubameyang pour résilier le contrat. Et Aubameyang a paraphrasé un contrat de 3 ans et demi avec le FC Barcelone. Donc il a engagé jusqu'au FC Barcelone jusqu'en juin 2025. Maintenant, il a une clause
une clause libératoire de 100 millions d'euros. Donc, entre maintenant, février, nous sommes le 3 février. Le 4. Le 4 février 2022 jusqu'en juin 2023, durant ces 1 an et demi, là, s'il y a un club qui veut payer Aubameyang, ils devront payer 100 millions d'euros pour la clause libératoire. Donc, ce qui va faire qu'il va augmenter ses performances pour augmenter son prix. Il n'a pas de choix. Bien mais sûr. Lui, il a clairement dit, hein, il vient au Barça, c'est pour jouer. Pour relancer. Et il a même dit à ses coéquipiers et à Xavi que même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers mois, mais lui vient pour jouer. Et donc, mentalement, le gars est prêt. Il est prêt à se battre. Et lundi ou mardi, dans l'Union, il était dit que le salaire de Aubameyang va être donné par Arsenal et le Barça en même temps. Non, ça a été annulé. Ça, c'était annulé. C'était une option. Bon, pas que l'Union ment. Le contrat n'avait pas encore été ficelé. Voilà. Ils étaient en négociation. On n'avait pas encore la bonne information. Là, maintenant, Barcelone va payer l'entièreté de son salaire. Parce qu'il faut savoir qu'au début, il partait avec l'idée d'être prêté. Et en cours de négociation, ça a changé. Le Barça en prêt, par exemple, quand un joueur est prêté, comme le dit Jean-Paul, c'est le club d'où il revient qui paye la moitié et le club où il est qui paye la moitié. Elvis, on dit que l'Espagne a un certain style de jeu particulier. Donc, il faut avoir un certain style quand tu joues en Espagne. Non, pas forcément. Et il y a un gars que Freddy Koula a passé le micro sur Facebook qui disait que Aubameyang va faire un effort pour s'adapter au jeu espagnol. Ouais, bien sûr, parce qu'en Angleterre, ça va très vite. En Angleterre, il faut être adroit, il faut être rapide et il faut être physique. En Liga, au championnat d'Espagne, il faut être très technique, il faut être un bon dribbleur et il faut beaucoup jouer système. Donc, ce qui n'est généralement pas le cas en Angleterre et en Bundesliga où Aubameyang a évolué ces dernières années. Donc, ce sera à lui maintenant de s'adapter face au système de jeu que Xavi va donner. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un sportif de haut niveau. Et quand tu es un sportif de haut niveau, tu dois être appelé à t'adapter à tout système. Et je crois que quand on va plus loin, Aubameyang a été formé en Italie. D'Italie, il allait en Allemagne. Allemagne, il s'est retrouvé... Il est passé par la France d'abord. Par la France, voilà. Par la France, l'Allemagne, et puis il s'est retrouvé en Angleterre. Donc il connaît un peu tous les jeux. Voilà. Il connaît un peu tous les styles. Disons qu'il a une intelligence. Il a une intelligence qui lui permet de s'adapter facilement. Voilà. Et puis c'est son boulot. C'est son boulot de rentrer dans la feuille de route de son sélectionneur. Mais je crois que pour le Barça, c'est important d'avoir un joueur qui a le style de Aubameyang dans la mesure où, avec le tiki-taka, toutes les équipes à peu près... Le tiki-taka, le système de jeu du Barça. Les équipes savent... Non. C'est pas facile. Là, tu vois que... On peut faire une émission de sport. Donc, tu comprends que les équipes maintenant, aujourd'hui, savent s'adapter à ce modèle de jeu-là. Et donc, pour pouvoir les déstabiliser, il faudrait peut-être parfois ajouter un peu de la vitesse, parfois ajouter une lecture de jeu basée sur une certaine anticipation. Voilà. Ça, Aubameyang a ces qualités-là et ça peut être très utile. Et c'est même un avantage encore plus parce qu'il vient d'un championnat où l'action de jeu est dynamique, vivace. Donc, cette attitude-là, il va l'amener pour les profondeurs et tout ça. Ouais, mais on a vu Eden Hazard qui revenait du championnat anglais qui n'a pas pu s'imposer au Real. Ouais, mais il est sorti de 2 blessures. Voilà. Il faut le souligner. Lorsqu'Eden Hazard quitte de Chelsea pour le Real de Madrid, il est blessé. Bon, et puis il y a une deuxième chose, c'est que Eden Hazard a une mauvaise hygiène de vie. Quand il est arrivé, après ses 2 blessures, il avait pris 10 kilos. Mais à chaque fois, il disait que perdre des kilos, pour moi, c'est facile. Et donc, il ne s'entraînait pas. Voilà. Malheureusement, pour lui, quand il sort de la deuxième blessure, il ne perd pas les kilos qu'il a pris. Et en plus, il ne s'entraîne pas suffisamment. Et donc, voilà, ça se paye cash quand tu es au haut niveau. Et sans oublier qu'Eden Hazard est quand même arrivé au Real à un moment où le Real avait un attaquant aussi brillant que Benzema. Donc très facilement, très complet. Voilà. Or là, Aubameyang arrive au Barça. Le Barça a des difficultés avec l'attaque. Il n'y a vraiment pas d'avance. Tu te rends compte qu'actuellement, le Barça a 10 attaquants. Voilà. 10. Donc, chacun devra prouver qu'il a de la matière à revendre. Et puis Eden Hazard vient plutôt avec le profil du 9,5, c'est-à-dire qu'il peut jouer en attaque et puis il peut jouer derrière les attaquants et venir en soutien au milieu avec Modric et l'autre milieu. Là, comment ça s'appelle. Merci Elvis pour le sport. On va se retrouver lundi pour reparler de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On fait un tour en musique avant de retrouver Mosley dans quelques minutes pour parler de politique.
Urban FM 104.5.